Rabelais est un auteur humaniste du XVIe siècle. Il écrit Pantagruel en 1532, une œuvre qui parle d'une famille de géants d'une manière grossière et comique. C'est une œuvre humaniste qui critique plusieurs aspects de la société, ce qui provoque la censure de cette œuvre. Notre passage se trouve au chapitre 8 et c'est une lettre qui est écrite Gargantua, le père de Pantagruel, à Pantagruel, pour l'instruire sur son éducation. En quoi peut-on parler d'éducation humaniste? D'abord, on analysera les éléments que montre qu'un père s'adresse à son fils. Ensuite, on regardera le plan détaillé d'études et enfin, comment ce texte est une utopie. Premièrement. Peut-être pourriez-vous lire le texte. Oui. Texte 1, Rabelais, Pantagruel, chapitre 8, 1532. C'est pourquoi, mon fils, je t'admonesse d'employer ta jeunesse à bien profiter dans tes études. Tu es à Paris, tu as ton précepteur épistémon. L'un peut te donner de la doctrine par ses instructions vivantes et vocales, l'autre par des exemples louables. J'entends et veux que tu apprennes les langues parfaitement. D'abord la grecque, comme le veut Quintilien, puis la latine, puis l'hébraïque pour l'écriture sainte, ainsi que la chaldéique et l'arabe, et que tu formes ton style. Pour la grecque, à l'imitation de Platon, et pour la latine, de Cicéron. Merci. Vous voulez que je commence avec l'introduction? Premièrement, un père qui s'adresse à son fils. En premier, je montrerai les éléments de la lettre. Je remarque un je dans la première ligne, ce qui montre un émetteur, et aussi un tu dans la deuxième ligne, qui montre un récepteur. Tu es à Paris dans la ligne 2 aussi, montre un élément de distance. Deuxièmement, une relation père-fils. Gargantua s'adresse à la ligne 1 par mon fils et aussi à la ligne 32, il dit ton père. Donc cette lettre a un but d'apprentissage, ce qui montre comment Gargantua est concerné par l'apprentissage de son fils. Et troisièmement, l'autorité de la lettre. Gargantua donne des ordres à Pantagruel, on le voit dans la première ligne. Je t'admoneste d'employer ta jeunesse, aussi on peut le remarquer dans la ligne 19. Puis avec soin, relis les livres de médecins. Deuxièmement, un plan détaillé d'études. En premier, on voit les instructions d'études. Gargantua dit à Pantagruel, donne une liste à Pantagruel d'études très complète. Il veut que son fils soit un philosophe, on le voit par l'apprentissage des langues à la 5e ligne. D'abord la grecque, comme le veut Quintilien, puis la latine, puis l'hébraïque, ainsi que la chaldéique et l'arabe. Aussi, il veut que son fils apprenne les sciences, qu'il n'y a mer, rivière ni fontaine dont tu connaisses les poissons, tous les oiseaux de l'air, tous les arbres, arbustes et fruitiers des forêts. Ça, c'est à la ligne 15 et 16. Aussi, il veut qu'il apprenne la religion. C'est à la ligne 22. Commence par apprendre les Saintes Écritures. D'abord le Nouveau Testament en grec et les épîtres des apôtres, puis en hébreu l'Ancien Testament. Deuxièmement, il y a une contradiction science-religion. Donc, comme je vous ai déjà dit, il parle des sciences et aussi de la religion.
Mais ce sont deux concepts différents, mais qui réunis font un idéal de l'apprentissage humaniste. On voit comment le Père est religieux. À la ligne 37, mon fils, la paix et grâce du Seigneur soient avec toi. Mais aussi on voit comment il est intéressé aux sciences à la ligne 34 et que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et troisièmement, c'est une liste impossible pour un humain. C'est une liste très grande d'études, mais on pourrait croire que comme ce sont des géants, ça serait une liste plus probable. Dans mon troisième axe, je vous parlerai de l'utopie. Donc, Gargantua veut que son fils connaisse tout. Gargantua ne laisse aucun sujet dehors de la liste d'apprentissage. Il mentionne toutes les sciences, la philosophie et la religion. Aussi, c'est une liste impossible de finir dans une vie. Donc c'est pour ça qu'on pourrait l'appeler l'utopie, parce que c'est seulement faisable dans un univers idéal. Et ma conclusion, c'est dans cette lettre, on voit la préoccupation du Père pour l'apprentissage de son Fils. Il lui donne une liste interminable de sujets d'apprentissage, une idée utopique du savoir de l'homme, mais qui en réalité parle de l'idéal de l'éducation humaniste chez l'homme. Très bien, nous allons passer à l'entretien. Je vous remercie. Alors vous avez évoqué l'humanisme. J'aimerais que vous reveniez sur ce qu'est l'humanisme en tant que mouvement littéraire. L'humanisme est un mouvement littéraire qui veut montrer l'homme et la nature de l'homme, comment la nature est liée à l'homme et aussi l'homme comme le centre de l'univers. C'est un mouvement du XIVe au XVIe siècle et ça parle plutôt de l'homme et de la nature de l'homme. Est-ce que vous pourriez par exemple élargir aux sources de l'humanisme? Comment l'humanisme est-il parvenu dans la littérature française? Je ne suis pas sûr, mais je crois que l'humanisme est paru non, je ne sais pas. D'accord. Alors vous m'avez parlé d'humanisme en tant que mouvement littéraire. Est-ce que vous pourriez le rapprocher aussi d'un mouvement artistique? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est également un mouvement artistique? Est-ce que vous pourriez par exemple évoquer un peintre qui mettrait bien en valeur l'humanisme? Oui, je crois que l'humanisme est aussi lié à la peinture et qui veut montrer l'homme comme lié à la nature. Et même je ne suis pas sûr des peintres. Alors l'humanisme au XVIe siècle effectivement tente de mettre l'homme au centre des préoccupations intellectuelles, hein, vous avez raison. À quoi cela s'oppose-t-il? En quoi peut-on parler de rupture lorsque l'humanisme arrive en littérature ou dans les arts? Non, vous pouvez... Oui. Si l'homme est soudainement remis au centre des préoccupations, pourquoi l'est-il? Cela suppose qu'avant ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui était au centre avant? Okay. Je pense avant tout, Je vous en prie. avant l'homme n'était pas le centre des préoccupations,
mais c'était plus la société aussi, je crois. D'accord. Alors, puisque vous avez un petit peu travaillé sur Rabelais, vous avez un texte en lecture cursive que je vous propose de regarder rapidement, qui décrit l'abbaye de Thélème. Et je voudrais vous demander si une éducation telle qu'elle est décrite dans l'abbaye de Thélème par Rabelais vous semble-t-elle souhaitable? Alors ce n'est pas un texte que vous devez découvrir, hein. Vous connaissez ce texte, j'imagine. Je vous le mets sous les yeux pour rappel, simplement. Quelle forme d'éducation est décrite dans cette abbaye? Comment vous paraît-elle? C'est une forme d'éducation non, je ne connais pas le texte. Par exemple, quand vous avez à la ligne 6, fais ce que tu voudras. Vous voyez? Oui. Est-ce que ça vous semble une éducation sans limite? Oui, je pourrais penser une éducation sans limite parce qu'il y a plusieurs domaines à quoi l'éducation peut faire référence. Et quand on dit fais ce que tu voudras, ça pourrait parler de aucun domaine. Donc, étudier le domaine qu'on veut et quand même avoir une bonne éducation. D'accord. Alors, je vois que vous avez travaillé sur l'argumentation. Quelle différence faites-vous entre une argumentation directe et indirecte? Bon, une argumentation directe et est-ce que, par exemple, la fable appartiendrait plus à une argumentation directe ou indirecte? je crois que, je ne suis pas sûr, mais je crois que la fable, c'est une argumentation indirecte parce qu'elle n'utilise pas des personnages réels, mais des personnages fictifs. Tout à fait. Et avec Gargantua, Pantagruel, on pourrait parler d'argumentation directe ou indirecte? On pourrait parler d'une argumentation indirecte parce que ce sont aussi des personnages fictifs, ce sont des géants. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous pourriez citer comme forme de discours ou comme texte qui appartiendrait à l'argumentation directe? Je pourrais penser dans votre corpus de lecture analytique, vous avez étudié plusieurs textes sur l'éducation. Est-ce qu'il y en a un qui serait plus direct en termes d'argumentation? Je pense que ça pourrait être propos sur l'éducation de Alain, qui met en place plus ou moins deux personnages. Un c'est l'ombre, et dans cet extrait, il propose 4 idées différentes. D'accord. Et qu'est-ce qui fonctionne mieux sur vous en tant que lecteur? Une argumentation indirecte telle que la fable ou une argumentation plus directe où l'auteur exprime directement ses idées? Je crois que dans l'époque, les auteurs allaient plus vers une argumentation directe pour éviter la censure.
Mais Une argumentation, pardon? indirecte Oui. pour éviter la censure en utilisant des personnages fictifs, mais je crois que dans notre époque, serait plus effectif une argumentation directe parce que ça serait plus facile de comprendre ce que l'auteur est en train de dénoncer au lieu de le mettre par des personnages fictifs et utiliser plusieurs procédés, par exemple plusieurs métaphores ou quelque chose comme ça, donc tout le monde pourrait reconnaître la dénonce que l'auteur est en train de faire. Oui, vous me parlez de la réception du point de vue de la société, mais vous, en tant que lecteur, à quoi êtes-vous plus sensible? Moi, en tant que lecteur, je crois qu'une argumentation indirecte par le fait que ce soit des personnages fictifs, donc ils sont plus sensibles à être pathétiques, donc ça affecte plus le lecteur. Très bien. Je voudrais maintenant élargir notre propos à un film que vous avez étudié en classe qui est L'Enfant sauvage. Et je voudrais que vous me racontiez un petit peu le contenu, l'histoire de ce film. Cette histoire, c'est une histoire réelle Oui. qui est arrivée d'un cas, je crois qu'en 1789, ils ont trouvé un enfant en Toulouse qui avait vécu toute sa vie dans la forêt. Et ils l'ont pris et ils ont chargé un médecin, le médecin Itard, de son éducation. Très bien. Et est-ce que vous pourriez me raconter un moment de réussite pour cet enseignant, enfin ce professeur qui s'occupe de l'éducation de cet enfant sauvage? Quelque chose qu'il a réussi à accomplir avec cet enfant en termes d'éducation? Ou un procédé qu'il a imaginé? L'éducation de cet enfant était basée en une récompense, c'est-à-dire qu'il s'il faisait ce qu'on lui demandait, on lui donnait une récompense, mais je crois qu'un procédé qu'il voulait, c'était de le calmer, parce qu'il était sauvage, il ne pouvait pas être tranquille dans une chambre. Aussi, je crois qu'il voulait enseigner à parler. Oui. Et justement, quel est l'échec du professeur Itard? Quelque chose qu'il ne parviendra pas à accomplir avec cet enfant? Il ne parvient pas à l'éduquer. Parce que, comme dit Rousseau, je crois, l'enfant ne n'est pas corrompu, mais la société le corrompt. Donc, cet enfant était sauvage, donc il n'a pas eu la chance que la société le corrompt, ce qui provoque qu'il est sauvage. Je vous remercie.